À Paris, sur l'île de la Cité, aux 3 quais de l'Horloge, se trouve le siège de l'IJ, l'identité judiciaire. Il est 19 h, l'équipe de permanence de nuit prend son service. Une nuit à l'IJ, pour Gilles, ça commence souvent au fourneau. Pour passer une nuit comme il faut quand même penser à se restaurer un petit peu. Donc ici on a un petit local qui nous sert de cuisine, où on prépare des repas, bon ça reste assez succinct. Et quelquefois, bon, on améliore un petit peu l'ordinaire. De permanence avec lui ce soir, Lucie, lieutenant de police, à l'IJ, elle est photographe. Gilles travaille depuis 10 ans pour la police scientifique. Il a l'habitude de ces gardes de nuit où il peut être appelé d'urgence sur une affaire n'importe quand. Tiens. Wow. Hop. Zo. On se croirait fédéral, hein. Ce soir, d'ailleurs, le repas ne va pas traîner. Pas plus d'1 quart d'heure. L'équipe de permanence est attendue en banlieue parisienne. Vous êtes appelé pourquoi, Gilles? Alors là, on se rend à Clamart, dans le 92, pour une mort suspecte. Donc, quelqu'un qui a été retrouvé dans son lit et on ne sait pas de quoi elle est morte. Ou elle est morte. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est un homme ou une femme. Au bout d'un moment, je pense que c'est comme tous les métiers qui sont... on est beaucoup au contact de la mort. On met beaucoup de distance et naturellement il y a une barrière psychologique qui se met, qui fait qu'on arrive très bien à surmonter l'émotion, et puis avec l'habitude ça va, et maintenant je pense que je suis prête, je suis blindée pour tout, quoi. Je crois que ça va aller au moins. Je sais pas si ça laisse des traces après à long terme. Moi j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour de coup de bâton, quoi, de retour de médaille, mais bon, on ne sait pas. Mais pour l'instant, moi je le gère très bien, je suis bien dans ma peau, et vraiment il y a une coupure dès que j'ai quitté le travail, je pense plus du tout à ça, je suis dans la vie. L'équipe de l'IJ arrive sur place moins d'une demi-heure après avoir été appelée. Ils sont attendus car le cadavre d'une femme a été découvert dans son lit. Ils doivent recueillir tous les indices avant même que le corps ne soit enlevé. Ce qui frappe en arrivant sur le palier, l'odeur insupportable qui s'échappe de l'appartement. Le premier réflexe de Lucie avant d'entrer, c'est d'emprunter à un des policiers une pommade qui s'avère bien utile. Je dis que c'est un médicament, c'est une pommade pour le nez, et ça permet de ne pas sentir l'odeur, parce que l'atténuer, parce que la personne est apparemment décédée depuis un petit moment. Voilà, on va aller voir. L'odeur ne laisse pas planer le moindre doute, la mort n'est pas récente. Gilles et son équipe vont maintenant passer l'appartement au peigne fin, à la recherche du moindre élément qui permette de comprendre ce qui s'est passé. Et là, il n'y a pas de verre, pas de bouche. On va commencer alors. Au départ, les premiers intervenants ne savent pas de quoi la personne est morte. Donc ils n'osent pas toucher le corps, ils n'osent pas le retourner pour voir éventuellement s'il y avait un couteau dans le dos ou une trace ou des traces de coups manifestes, ou des coupures, ou des balles, des impacts. Donc on ne sait pas. Dans un premier temps, on va faire figer les lieux. Voilà. Lucie va s'occuper de ça avec la photographie. On va avoir un peu de mal d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. Il faut utiliser les indices qu'on a. Là, dans un premier temps, visuellement, parce que le corps n'est pas joli, donc on ne voit pas grand-chose par rapport au corps, qui commence à être putréfié. Et donc il va falloir qu'on s'arrange autrement pour prendre des indices. Maintenant, il s'agit de savoir de quoi elle est morte. Là, je montre que tout a été rangé, en fait, que la personne... par exemple, le frigo est complètement vide, ce qui est quand même vraiment particulier, quoi. Ouais. C'est étonnant. On a toujours de la nourriture normalement dans son frigo. Et puis la vaisselle est faite. Enfin, attention, on ne peut pas tirer de conclusion, mais comme quelqu'un qui se prépare, qui a tout nettoyé son appartement avant de partir, quoi. Donc, en plus, tout était fermé, notamment l'intérieur. On pourrait penser à un suicide, mais bon, bien sûr, c'est pas du tout sûr. Hein, mais ça fait penser à ça, quoi. On verra bien.
Autre indice, la victime n'a pas relevé son courrier depuis plusieurs semaines. Je vais percer les trucs Elle en a là. marre de répondre au courrier. Ouais, mais elle va pas le chercher du tout. Dans la boîte à lettres. Bah, c'est parce qu'elle veut plus sortir. On prend toujours en photo les toilettes, l'intérieur des toilettes, parce que c'est vraiment une mine, une source d'information, quoi. Et là, par exemple, on voit qu'il y a comme un dépôt, les toilettes sont vides, et on pourrait croire que c'est peut-être du vomi, je sais pas. Ce qui voudrait dire que les toilettes n'ont pas servi depuis plusieurs jours, Ouais, voire plusieurs semaines. oui. Ouais, voilà. Pour savoir précisément à quoi remonte la mort, ils ont une méthode imparable. Recueillir des pupes. Ce sont les petites larves de mouches qui se développent sur les cadavres. Elle n'est pas super décomposée. Je vais aller chercher en général les médicaments. Mais encore faut-il en trouver, et des vivantes, condition indispensable pour pouvoir les analyser. On va regarder. S'il y en a d'autres pupes et tout, elles sont planquées. Ouais, elles sont en dessous. Ouais. Tu peux faire venir le médecin qu'on bouge là. Qui est l'endroit où j'ai prise. Le médecin, en déplaçant les couvertures, va involontairement leur venir en aide. Attendez. Ah, il y en a. C'est bon, t'en as trouvé? Ouais, il y en a 3 là. 3 pupes s'échappent de la literie et elles sont vivantes. L'indice est précieux pour l'enquête. Vous les avez trouvés où? En secouant les couvertures. Ouais. Gilles va les recueillir consciencieusement. L'analyse en laboratoire de leur stade d'évolution va permettre de définir, au jour près, la date de la mort. Ouais, voilà, simplement. Il y en aura peut-être d'autres. Là, je suis obligé. Voilà. On a prélevé des pupes vivantes, puisque nos collègues gendarmes à Rosny-sous-Bois ont un département d'entomologie très élaboré, quoi. Ils élèvent les pupes vivantes jusqu'à leur transformation en mouche. Et on en a fixé dans l'alcool, on a mis 2 pupes dans l'alcool de manière à stopper leur stade d'évolution. Comme ça, ils ont, au stade où on les a trouvés, sur les lieux, et on a des vivantes qu'ils vont pouvoir élever, quoi. Les enquêteurs de l'IJ ne quittent pas les lieux avant d'avoir répertorié tous les éléments, jusqu'au moindre détail, même ceux qui peuvent au premier abord apparaître insignifiants. Un travail qui prend généralement plusieurs heures. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont terminé que le cadavre est emmené à l'institut médico-légal, la morgue. Quelques jours plus tard, l'autopsie confirmera ce que laissaient présager les premiers indices. La victime s'est suicidée en avalant des médicaments. À la tête de l'identité judiciaire de Paris, le commissaire divisionnaire Richard Marlet. Il dirige un service de 190 personnes. Des policiers, des techniciens chargés de recueillir et d'analyser tous les indices qui vont permettre de résoudre des enquêtes policières. C'est par exemple dans cette salle que sont visionnées les bandes des vidéosurveillance. Là par exemple, les policiers travaillent sur une attaque à main armée qui a eu lieu dans un supermarché de banlieue. Les 2 braqueurs sont cagoulés, mais cela n'empêche pas les enquêteurs de recenser tous les détails qui peuvent les trahir. Sont-ils gauchers ou droitiers? Quels habits portent-ils? Tout y passe, leur taille, leur démarche, leur corpulence. Que ce soit à l'aide d'une vidéo ou en analysant une scène de crime, c'est bien souvent grâce à ce travail de fourmi des policiers de l'IJ que sont identifiés les auteurs de nombreux crimes et délits. La police judiciaire, son métier, sa mission, c'est de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en identifier les auteurs. Bon. Eh ben, l'identité judiciaire ne fait que ça. Elle fait des constatations, mais avec un appareil photo et puis des plans. Elle recherche des preuves avec des illuminateurs, des lasers, tout ce qu'on peut imaginer. Et elle essaye d'identifier les auteurs avec ces fichiers. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Gilles et son équipe. Et les collègues... J'aurais pas ces paluches. Les collègues partent en même temps que nous. Cette fois-ci, de permanence de jour, ils viennent d'être appelés sur une nouvelle affaire. Il s'agit d'une tentative d'extorsion de fonds avec violence
qui a eu lieu la veille au soir. On va dans un hôtel pour une tentative d'extorsion. Quelques photos, quelques paluches. Écoute, là, à midi et demi, 1h. À 1h30, on est là. C'est dans cet hôtel parisien, près de la porte de Versailles, qu'a eu lieu l'agression. Sur place, l'officier de police judiciaire chargé de mener l'enquête les attend pour leur donner les premiers éléments connus sur cette histoire. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement ou d'extorsion, donc un individu qui aurait donné rendez-vous à un de ses amis durant la nuit. Là, nous sommes dans un hôtel où il louait une chambre. Et en fait, d'amis qui est arrivé, ils sont arrivés à plusieurs et ils ont essayé de l'enlever. Donc on va les voir sur les lieux. On est en train de prendre quelques renseignements et on va aller voir sur les lieux dans la chambre si on peut exploiter des indices et relever quelques traces. Un rendez-vous dans une chambre d'hôtel qui tourne au guet-apens. La victime s'est retrouvée face à des hommes masqués qui l'ont sévèrement frappée. Elle a finalement réussi à s'échapper alors qu'ils essayaient de l'enlever. Par contre, la victime serait descendue du premier jusqu'au parking en prenant cet ascenseur. À quel étage ? Pour les policiers de l'IJ, il s'agit maintenant de trouver les indices que les agresseurs ont pu laisser par imprudence sur les lieux de l'agression. C'est dans cette chambre que tout s'est passé. Gilles va d'abord inspecter rapidement toutes les pièces sans rien toucher. Lucie, quant à elle, va mitrailler chaque recoin de la chambre, une trentaine de clichés, pour figer les lieux tels qu'ils ont été découverts. Ensuite, elle laisse la place à Gilles qui va traquer les empreintes, en commençant par la salle de bain, où une personne semble avoir pris une douche. Rien ne lui échappe. T'as vu, Lucie ? Hein ? Une trace, là. Ouais, bien sûr. Tu l'as vu ? Ah non, celle-là, je l'avais pas vue. Je crois que tu me parlais d'une trace que tu avais photographiée, t'avais révélé. Bah, c'est Ouais, je vais chercher mon scotch. En fait, quand on arrive sur un homicide, le premier qui travaille tout de suite, c'est le photographe. Il faut figer les objets tels qu'ils sont tout de suite. Après, intervient la personne qui révèle les traces. Et elle intervient après moi parce que la révélation des traces abîme, laisse des traces noires. Donc la scène, elle est plus comme on l'a trouvée au départ. Ils ont dû boire, hein, donc ils ont peut-être emmené après, il y a de l'humidité. Et là, alors là, on a une superbe trace, un pouce magnifique. Là, on le voit même en rasance, comme ça. Tiens, tu vois, regarde. Si tu te mets là, si tu t'accroupis, et là, ça, c'est un truc d'école. Hein. Donc, il y a des grosses traces de doigts. Et là, il y a du doigt, il y a du doigt, là, il y a du doigt. À cet instant, Gilles est sûr de son coup. Les traces devraient parler. Plusieurs personnes se sont installées autour de cette table et ont laissé des marques de doigts sur le plateau de verre. Des indices si évidents que c'est pour lui presque une formalité de les débusquer. Bon, mais moi, j'ai été élevé à la campagne. Hein. Et puis, notre sport national, dans mon Limousin natal, c'est la recherche des champignons dans les bois. Et on est un peu dressé comme ça, là-bas. Et j'aime bien jeter un petit coup d'œil sur tout ce qui se passe. Et avec les jeux de lumière en rasance, on voit rapidement sur des surfaces très faciles comme celle-là ce qui se passe sur les verres, les carreaux, les faïences. Il y a quand même des supports qui sont quand même plus sympas à exploiter pour nous que d'autres. Mais Gilles ne cherche pas au hasard. Il faut quand même un peu chercher. Il faut s'imaginer un peu ce qui s'est passé dans les lieux. C'est pour ça qu'on lit un petit peu quand on peut les comptes rendus, les procès-verbaux et qu'on se fait expliquer ou par la victime quand elle est là, ou par le service enquêteur, ce qui a pu se passer, quoi. Hein. Donc eux nous disent et savent très bien qui a fait quoi. Donc ils nous orientent. Et après, nous, en fonction des supports, en fonction des poudres dont on dispose ou d'autres moyens chimiques, on arrive à relever, à faire des relevés quand il y a des traces. Bon. Donc on fait un petit dessin pour matérialiser juste l'endroit sur lequel on trouve nos traces, puisqu'après on va faire un dessin beaucoup plus propre à l'ordinateur. Mais là, ça nous donne l'indication des traces. La récolte est bonne pour Gilles. Il a déjà relevé plusieurs traces de différents doigts. Oui, donc là on a donc plusieurs traces, hein, superbes. Et
qui appartiennent manifestement à plusieurs individus, hein, parce que là, je crois voir plusieurs pouces, et là, j'ai au moins 3 pouces différents, donc forcément, ça va être compliqué. Il faut que ça appartienne au même. Gilles va continuer à examiner toutes les pièces pour être sûr qu'aucune trace ne lui échappe. La table, c'est mouillé, et les pieds des verres sont secs. Hein. À mon avis, ils ont pas bu avec ces verres-là. Hein. Ils ont amené leur matos, ils sont venus avec des canettes ou des choses comme ça, je pense. Le recueil des indices sur place, ce n'est qu'une partie du travail des équipes de l'IJ. Après chaque mission, les photographes comme Lucie déposent leur pellicule dans ce service. Car l'identité judiciaire de Paris a son propre laboratoire de développement. Tous les clichés y sont tirés en plusieurs exemplaires pour les besoins de l'enquête. Ce sont donc chaque jour des centaines de photographies qui sortent de cette machine. Là, ce sont les clichés que vient de prendre Lucie dans l'affaire d'extorsion de fonds à l'hôtel de la Porte de Versailles. Quand l'homme du laboratoire vient les remettre à Lucie, commence pour elle un travail fastidieux. Merci. Bon, alors je vais le mettre là-bas. Elle n'a pas le droit à l'erreur, car elle est chargée de constituer un album précis destiné à offrir aux enquêteurs et aux juges d'instruction une vision très précise des lieux de l'agression. Okay. Alors, elle doit trier chaque photo, les numéroter et les annoter. Merci. Hein. C'est pour la même affaire? Ouais. De son côté, Gilles traite les traces qu'il a découvertes dans la chambre d'hôtel. Lui aussi va constituer un dossier dans lequel il va intégrer, avec de petits croquis, un descriptif précis des endroits où il les a trouvés. Il est plutôt confiant sur la qualité de ses relevés. On ne peut jamais être sûr à 100% parce que ça serait toujours un peu prétentieux. Mais enfin là, sur des traces comme ça, relevées comme ça, ce ne sont pas nos collègues enquêteurs qui ont fait le tour de la table basse en déposant des gros pouces comme ça. Donc c'est bien les occupants qui ont laissé leurs doigts. Et les derniers occupants connus étaient quand même les auteurs de l'agression de cette nuit. Donc avec tout ça, et avec un peu de flair et d'expérience, on peut penser quand même que là, si ces gens-là sont connus dans notre base du système informatique, on devrait pouvoir les retrouver assez rapidement. Je ne veux pas me substituer au service qui effectuera l'enquête, mais nous, c'est ce qu'on sent sur place. On est obligé aussi de rentrer un peu en situation pour savoir ce qui s'est passé, sentir un peu l'affaire. Nous, notre job consiste à dire, voilà, on a retrouvé les doigts qui se trouvaient à tel endroit, à tel moment, et ces doigts correspondent à telle personne. Voilà, c'est la réponse qu'on amène aux enquêteurs. Pour savoir à qui correspondent les traces de doigts, encore faut-il pouvoir les comparer. Chaque jour, tôt le matin, une équipe de l'identité judiciaire se livre au même rituel. Ils traversent la cour et se rendent à quelques mètres dans un endroit de sinistre réputation, le dépôt. Un lieu qui semble ne pas avoir changé depuis la fin du 19e siècle. C'est ici que sont enfermées les personnes arrêtées la veille ou durant la nuit. Au dépôt, on rencontre toute la faune de la petite délinquance et de la criminalité. Les interpellés du jour vont tous, sans exception, devoir passer devant l'équipe de l'identité judiciaire. Isabelle et ses spécialistes des empreintes vont les ficher les uns après les autres. Ouais, les femmes, on est là, comme ça c'est plus long. On ne va pas trop par là, on va plus rigolo. Allez-y, avancez, avancez. Première étape, le recensement, l'établissement de la fiche d'identité. Et après, vous prenez le deuxième et le troisième. Hop, arrêtez-vous là. Quel est votre nom? Comment? Bonjour. Puis ensuite, c'est ce qu'on appelle la séance de paluchage. C'est la prise des empreintes des 10 doigts de la main. Chacune de ces empreintes de doigts, uniques à chaque individu, sera stockée. Elles rejoindront tout le fichier central de l'identité judiciaire. Ensuite, il y a la séance photo. Il faut s'asseoir sur cette chaise appelée Bertillon,
du nom de son inventeur. Elle a été conçue pour que chaque personne photographiée tienne la même pose, de face comme de profil. Depuis qu'elle est en exercice il y a près d'un siècle, les plus grands criminels comme les plus petits délinquants s'y sont tous assis. Ce matin, il y a plus de 30 personnes à signaliser, comme on dit ici. La signalisation, c'est la base même du travail de l'identité judiciaire. Et quand l'orthographe d'un nom n'est pas certaine, on classe phonétiquement. On ne se contente pas de ficher seulement les doigts à l'IJ. On relève aussi les empreintes de paume. Ce sont des informations qui peuvent se révéler précieuses dans le fichier des empreintes. Les empreintes palmaires, pour les réussir, cela demande un certain doigté. C'est la spécialité de cet homme. C'est de la concentration. Les doigts joints, le pouce écarté et la main molle. Alors là, détendue. Doucement. Ah, c'est la carte autoroutière. Bah, des fois, il y en a qui se posent la question, savoir si je suis policier ou... Technicien. Ah, oui. Avec ma blouse blanche, des fois, il y en a qui me prennent pour un docteur, qui me demandent des médicaments. Une fois la séance d'identification terminée au dépôt, les fiches individuelles sont classées. Elles vont rejoindre les milliers d'autres déjà répertoriées dans ces tiroirs. Tiens, Olivier. Voilà les fiches du dépôt, donc si tu peux les enregistrer, s'il te plaît. Ici, c'est un fichier en fait d'empreinte digitale. En aucun cas, ce n'est un fichier d'état civil et en aucun cas non plus un fichier d'antécédent judiciaire. C'est juste un fichier qui sert en fait à savoir si la personne interpellée ce jour a déjà été signalisée antérieurement ou pas, sous un nom, sous le même nom, sous un autre nom, donc un alias, ou s'il existe sous un seul nom, plusieurs personnes qui auraient donc utilisé le même état civil. En fait, il s'agit de définir quelle est la personne physique qui a été interpellée. Retour sur Gilles. Il va maintenant essayer d'identifier les auteurs des traces de doigts qu'il a recueillies dans la chambre d'hôtel. Pour sélectionner les traces les plus lisibles, il va les étudier à l'aide de l'épiscope, une sorte de grosse loupe lumineuse. Une fois sa sélection faite, il va les confronter avec celles déjà recensées dans le fichier informatisé. Ce n'est pas Gilles qui effectuera les comparaisons entre les traces relevées et les empreintes répertoriées, mais un expert que l'on appelle le traceur. Justement, le voici. Ah, GG. Il s'appelle Gérard, dit GG. J'ai une petite trace, dans un hôtel sur lequel je suis allé. Une tentative d'enlèvement, extorsion. Ouais. Et j'ai retrouvé des traces sur une petite table basse dans la chambre. Eh ben on va aller rentrer ça, puis on va voir ce que ça donne. Tiens, s'il te plaît. GG est un des plus anciens traceurs de l'identité judiciaire à Paris. Durant de nombreuses années, comme Gilles, il a traqué les indices sur les scènes de crime. Aujourd'hui, il poursuit leurs propriétaires dans les fichiers. Premier coup d'œil sur ces fameuses traces. Normalement, elles sont belles. Ouais, c'est dans l'ordre, tout est dans l'ordre. Les clichés de Gilles sont scannés par l'ordinateur. Ils seront comparés à toutes les empreintes répertoriées par la mémoire de l'unité centrale du superfichier de l'identité judiciaire. Alors, selon moi, mais avant, les deux hommes sélectionnent les clichés de traces à étudier pour éviter d'envoyer deux fois la même. Là, je sais pas. Par contre, là, simplement, j'ai vu que c'était les mêmes. Hein. Ouais, c'est les deux mêmes, ouais. On va les mettre en... L'épiscope, j'ai regardé, ce sont les deux. Une fois la recherche lancée, le système donne sa réponse en 4 heures maximum. Dans ce fichier, il y a tout de même 2 millions d'individus recensés. Une configuration de pouce gauche. Ouais. Enfin, c'est gros en tout cas, il y a de la surface, mais... forme de S, caractéristique de la main gauche. Ouais. Je lui dis d'ici à peu près 1 heure ou 2, on va avoir une réponse. Ça serait bien si ça sort comme ça, ça serait du direct live. Faut-il qu'il soit connu, hein? Faut-il qu'il soit dans la base, ouais, c'est sûr. Enfin, on a quand même 2 millions, on a bien dedans quand même. Moins d'une heure après, verdict. L'homme qui a laissé ses empreintes dans la chambre d'hôtel est-il connu des services de police?
Donc on va aller voir ça, voilà, elle est revenue, elle est là, elle est en file d'attente. Donc on va avoir dans la fenêtre de gauche ce qu'on a rentré tout à l'heure, la trace qui a été relevée par Gilles, qui a été relevée sur les lieux. Et dans la fenêtre de droite, on va faire défiler les différents candidats que nous propose la machine. Elle nous fait un énorme tri, puisque je vous dis 2 millions d'individus, donc multiplié par 10 doigts, ça fait 20 millions d'images. Et sur 20 millions d'images, elle va nous en ramener 25 à l'écran. Et là, s'arrête son travail. À nous, après, de faire défiler ces 25 images et de se prononcer sur l'identification ou la non-identification. Pour s'en assurer, on va quand même, parce qu'on nous demande, au niveau de la France, on a ce qu'on appelle un standard numérique de 12 points, c'est-à-dire qu'il faut trouver 12 points signalétiques placés sur la trace et sur l'empreinte de référence, exactement au même endroit, sans aucun point de divergence. Et là, à partir de ce moment-là, on pourra affirmer, et on le fera par écrit, on affirmera que cette trace a été produite par l'empreinte de tel individu. Et on ira au besoin devant un tribunal pour expliquer tout ça. Donc il suffit de trouver ces fameux 12 points signalétiques. On va agrandir un petit peu, là par exemple. Trouver ces 12 points communs, pour GG, c'est un jeu d'enfant. En une seule. Et ben, on appelle ça un embranchement dans notre jargon. Et de l'autre côté, on a les deux mêmes petites lignes noires qui montent, et hop, il n'y en a plus qu'une seule qui continue. Donc ça fait le même embranchement. Donc ça nous fait déjà un point de comparaison. Voilà, on va descendre la ligne, là, la crête papillaire, en se décalant, on a un petit embranchement, on va descendre la ligne, et on a le même petit embranchement ici à droite. On va compter 1, 2, 3, 4, 5 crêtes, 1, 2, 3, 4, 5 crêtes, on a encore un embranchement, on repasse une ligne, on a encore un embranchement. Bon bah là, il n'y a pas de souci, on est arrivé à, on a même 13 points, parce que c'est bien lui, donc on va pouvoir, on va imprimer tout ça. Puisque ça va faire partie du dossier d'identification. Et pour l'instant, on n'a toujours pas le nom de l'individu incriminé, puisqu'on n'a que des numéros de stick, ces numéros de code barre qu'on a ici. Ça, c'est la loi informatique et liberté qui nous a imposé ça dès le début du FAED, il y a une dizaine d'années, pour pas que des noms puissent éventuellement influencer l'opérateur. Donc là, il n'y a que des numéros, donc on se fie qu'aux images, et comme ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, une fois les dossiers bouclés, ils atterrissent sur le bureau du patron, pas peu fier du travail de son service. Tout ça, c'est des identifications qu'on a fait à partir de traces qu'on a découvertes. C'est vachement bien, ça. Affaire de viol. Là, on en est à la phase d'identification. Pour nous, l'affaire est couverte. Alors après, ça ne veut pas dire que évidemment que toutes les personnes qu'on a identifiées sont tous des auteurs, mais là, on quitte notre domaine de compétence et on passe la main au service d'enquête. Alors là, on produit, donc ce travail-là est fait pour le SDPJ 92, donc pour la police judiciaire des Hauts-de-Seine, et puis tout le reste sont des identifications qu'on fait, là cette fois en termes de petite et moyenne délinquance pour la sécurité publique de la Petite Couronne, le 92, le 93, le 94, et puis la police urbaine de proximité. Donc là, on a un vol avec effraction, un deuxième vol avec effraction. Dans des locaux discrets, presque anonymes, au milieu d'une cité du nord de Paris. C'est ici que se trouve une brigade spéciale créée l'année dernière par la préfecture de police de Paris. Sa mission ? Traquer les délinquants identifiés par le fichier des empreintes, mais qui ont disparu dans la nature. Les retrouver et les arrêter, c'est le travail de ces enquêteurs de la police urbaine de proximité. Ce sont des spécialistes de l'identification, mais par souci de sécurité, vous ne verrez pas leur visage, car tous les jours ils sont sur le terrain, en planque, en train d'essayer de débusquer leur cible. À la tête de cette brigade, Alain, capitaine de police. Il a 15 hommes sous ses ordres. Non mais dans quelle valise? La valise... Ah oui, c'est les caves. A priori, tout a été vu. Ah non, tout a été vu, a priori. Oui, elles sont occupées de tout. Aujourd'hui, ces équipes sont sur la piste d'un homme multirécidiviste, dont les empreintes digitales ont été relevées dans de nombreuses affaires. Sans adresse connue, ils sont sur sa piste grâce au tuyau d'un indique. Le dispositif pour l'arrêter est prêt. Après plusieurs heures de planque, un suspect a été repéré physiquement par les hommes de la brigade. Il se balade sur un marché au milieu du piège que lui tendent ses poursuivants. Il remonte vers la veilleuse. Donc il remonte Belleville vers le haut. 6 vols effraction. 6 vols avec effraction.
en laissant ses empreintes. Il en a certainement fait beaucoup plus que ça, mais bon, sur les 6, il a laissé chaque fois une trace. Ouais, Sandra. Le suspect, le voici. Ouais, il ne passe qu'à quelques mètres des policiers en planque. De prendre, ouais. Ah ouais, il est avec ses baskets noires, tout en beige, donc ouais. Ah, c'est bien lui. Hein. Et on pourrait lui sauter dessus et puis l'arrêter, hein, parce qu'on a tout ce qu'il faut dans le dossier, mais bon, comme on l'a en main et comme il traîne, autant faire un petit tour, l'accompagner, voir ce qu'il fait, éventuellement voir si on peut le loger, avoir son domicile. S'il tape, le faire en flag, pourquoi pas. Donc on prend un peu notre temps derrière, si tu veux. Rue Desnoyers sur la droite, ouais, c'est une rue toute pourrie, ça. Ok. On est passé là en voiture tout à l'heure, c'est tout pourri dans cette rue là. S'il faut, on fera un passage en voiture et puis on ira les attendre de l'autre côté. Mais il y a des bars pourris là-dedans aussi. Hein. Méfiez-vous, allez-y en couple. Ok. D'accord. La filature et les surveillances vont durer plus de 6 heures. Les policiers vont finalement passer à l'action et l'interpeller. Une manœuvre qu'ils vont exécuter en une poignée de secondes. Bonjour monsieur, bonjour police. Vous avez des papiers s'il vous plaît? Bonjour monsieur. C'est un contrôle d'identité. Vous mettez pas les mains dans les poches. Ok? Ah? Non, c'est pas la peine de lever les mains en l'air. Vous avez des papiers monsieur? Vous avez des papiers s'il vous plaît monsieur? Vous avez des papiers monsieur? Est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous avez des papiers? Oui. Non? Ils sont où les papiers? Oui, non. C'est oui ou c'est non? Bon, on l'embarque. On embarque. Hein. Il y a une voiture ou pas? On parle pas français, comment ça se fait ça? C'est normal. Le visage de l'homme interpellé correspond trait pour trait à celui du suspect. Ont-ils pour autant interpellé la bonne personne? Cette identification étant seulement basée sur une forte ressemblance physique, le doute subsiste. Pour en avoir le cœur net, il suffit aux policiers de relever ses empreintes et de les comparer à celui du fichier. Arrivé à la brigade, avant même de relever les empreintes, le doute s'est installé chez certains policiers. Je pense pas que ce soit baisé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, franchement? Je pense pas que c'est baisé. Non, voilà. Soit l'histoire de... Non. On est parti comme des balles. Ah, c'est bon. Donc là, on fait vérif de paluche. Ouais. Bah, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon... Ouais, vous avez un doute? Bien souvent, la comparaison d'empreintes se fait à l'œil nu. Parfait, celui-là. On va faire maintenant une comparaison donc, des empreintes qu'on a, qui ont été relevées précédemment sur l'individu qui a commis les casses, avec celles qui ont été relevées donc, sur la personne qu'on supposait être l'auteur de ces vols avec effraction. La ressemblance physique était troublante. Mais en revanche, cela ne semble pas être le cas pour les empreintes digitales. Rapidement, les policiers en tirent les conclusions. J'ai regardé tous les doigts, il n'y en a aucun qui correspond. Il n'y en a aucun qui correspond. Eh ben, fin du contrôle d'identité. Regarde, tu vois le pouce droit, il est bien caractéristique également, quoi. Tu vois, au centre, il y a un truc bizarre, là. Regarde ici, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui correspond. Le suspect est disculpé. Là, il y a deux ronds, là. Attends, c'est pas le bon doigt. Ah non, c'est pas le mec, c'est pas lui. Vous êtes d'accord avec moi? Sûr et certain, c'est pas lui. Vous êtes d'accord avec mon analyse? Non, sûr et certain. Très bien. Comment tu veux toujours avec... Appelle moi, j'y viens, c'est pas... Non, mais il n'y a pas grave. C'est très gentil de nous avoir suivis pour vérifier vos empreintes. Vous voyez, comme ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Et voilà. C'est pas grave, excusez-moi. Vous ne connaissez pas le monsieur qui est sur la photo? Quelle photo? Lui, là. Je connais pas, monsieur. Excuse-moi, c'est la première fois que vous avez regardé ça. C'est la première. C'est la première fois que vous l'avez vu? Rien du tout, non pas. Allez, je vous raccompagne, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir. Non, Ali vous attend à Belleville. Oui. Ici, c'est Max Dormois, là-bas. Prenez la rue, là, c'est Max Dormois. Et en haut, c'est Porte de la Chapelle. Oui. Il y a le métro. Où le métro? Là-bas, à gauche, à droite? Là, au bout de la rue, à droite. À droite. Et le métro, c'est Porte de la Chapelle. Oui. D'accord? Oui. D'accord. Merci, monsieur. Merci à vous. Au revoir. Ce jour-là, le fichier informatisé des empreintes a sorti cet homme d'un bien mauvais pas. La preuve irréfutable marche aussi dans ce sens-là. Il ne reste plus qu'à la brigade à repartir en chasse sur une autre piste.
Retour au siège de l'identité judiciaire. Les policiers le savent, les nuits de fin de semaine sont plus propices à la violence. Ce soir, l'équipe de permanence a changé. Un crime vient d'être signalé dans le 20e arrondissement de Paris. Cette intervention va mener André le photographe et ses collègues au cœur d'une enquête complexe. On va voir ce que c'est, Cécile. Les techniciens de l'identité judiciaire rejoignent sur place les tout premiers enquêteurs. Un homme a été retrouvé mort dans son appartement. Il a été ligoté dans son lit. Pas de traces d'effraction, mais pourtant la victime n'a visiblement pas passé la soirée seule. C'est un policier de l'arrondissement qui donne les premiers éléments de l'enquête aux spécialistes de l'IJ. Donc il y a une recherche qui a été faite au niveau des clés et ils n'ont pas retrouvé les clés à l'intérieur, ce qui laisse à penser qu'une personne est sortie après que celle-ci soit décédée et fermé la porte à clé. Il y a d'autres éléments qui ont disparu, qui semblent avoir disparu, qui sont les cartes de paiement, un téléphone portable, alors qu'il y a ici un chargeur, mais il n'y a pas le téléphone portable. Et ça, la famille le confirme? Les amis, les amis. Il habitait seul. Il habitait seul. Ok. D'accord. Qui est rentré sur les lieux? Vous? Donc les pompiers. Enfin, d'abord les 4 personnes qui sont là, qui ont découvert le corps, les pompiers. Première déduction des policiers, la victime connaissait sans doute son assassin. Il y a l'ordinateur portable qui disparaît. Sans trace d'effraction, cette affaire d'homicide en est d'autant plus compliquée. Elle va nécessiter de lourdes investigations. C'est le procédurier qui est en train de regarder les éléments pour voir si c'est la crime qui prend l'affaire ou si ça reste à la DPJ. On attend. De toute façon, que ce soit la DPJ ou la crime qui soit saisie, nous on va faire une partie de l'affaire, c'est sûr. Sur une affaire d'homicide comme celle-ci, les policiers de l'IJ ne doivent négliger aucun détail. André, le photographe, va réaliser ce qu'on appelle le cheminement. C'est-à-dire qu'il va photographier sous tous les angles les lieux. Il va prendre la façade de l'immeuble, mais aussi le hall d'entrée, le couloir, tout y passe. Il va bien sûr ensuite se focaliser sur l'intérieur de l'appartement, là où se trouve le cadavre et les indices. Comme ce morceau de tissu qui semble avoir servi de lien. De retour au bureut, André indique par des flèches sur les photos tous les indices trouvés. Une flèche pour indiquer donc le chèque et flèche 2, les liens ayant servi à ligoter la victime ou... ouais, ça c'est bon. Je vais donner le numéro de téléphone. Cet album est bien sûr destiné aux policiers chargés de l'enquête et aux juges d'instruction, mais aussi aux jurés d'assises qui auront peut-être à se prononcer sur ce dossier. C'est la prestigieuse brigade criminelle qui récupère l'affaire. Mais elle a besoin de s'appuyer sur tout le savoir-faire de l'identité judiciaire. Les vieilles techniques de relevé d'empreintes digitales ne suffisent plus. Il s'agit de passer à la vitesse supérieure pour rechercher des traces d'ADN. L'IJ, pour de telles affaires, a recours aux dernières technologies de pointe et fait appel à la brigade du Crimscope. Le Crimscope, c'est cet étrange appareil qui permet de découvrir, grâce à des rayons laser, la moindre trace qui n'est pas visible à l'œil nu. Les deux jeunes techniciennes qui finissent de s'équiper, Natacha et Aurore, sont obligées de se protéger les yeux. Car cette lumière bleue dégagée par l'appareil est dangereuse pour la vue. Avec leurs faisceaux lumineux, elles sont à la recherche de toute trace de sang, de sperme et de salive. Tout ce qui permet de détecter de l'ADN. Elles vont inspecter toute la literie, centimètre carré par centimètre carré. Ouais. Elles ont déjà trouvé des traces invisibles à l'œil nu. Elles les montrent à l'officier de la crime qui les accompagne. Ça c'est quoi ça? Bah, sûrement du sperme. Ça on le voit pas à l'œil nu. On le voit pas à l'œil nu, il apparaît que comme ça. Donc, ouais. Et ça, je sais pas si c'est ancien. Ah non, ça on peut pas savoir. Et si un individu nie avoir fréquenté tel ou tel lieu, on retrouve son ADN sur les lieux de l'infraction. Bon, c'est quand même un élément important. Tout l'appartement va y passer, même la poubelle. À l'intérieur, elles y trouvent d'ailleurs un papier essuie-tout, maculé de taches suspectes. Bon, on embarque, hein.
On sait pas ce que c'est, donc vu que ça peut être tout et... C'est intéressant ça. Et t'as vu la tache orange là? Non mais ça peut être de la sauce tomate ou C'est un morceau de soupe à Ouais, 2. Elles vont même emporter les draps, saisis pour des analyses plus poussées. Ça part pour le labo bio pour voir ce que ça peut être, parce qu'on a trouvé des taches qui fluorescent, donc on envoie ça au labo. Tout ce qui a été touché par la victime et ses éventuels visiteurs est répertorié, photographié. Il y a les bouteilles de vin. Là. Dans la cuisine, des couverts sont saisis. La brigade criminelle est persuadée que la victime a passé sa dernière soirée en compagnie de son agresseur. Ils ont peut-être dîné ensemble. Ensuite, les deux jeunes femmes vont inspecter la chambre à la recherche des traces laissées par le criminel. Oh, c'est génial de faire ça, parce qu'on passe tout au crible fin et tout. C'est une bonne chose. Genre d'affaires qu'on aime bien quand même. Merveilleux. Si elle vient pas avec moi, celle-là, c'est que franchement, elle était pas faite pour ça. Non, mais c'est pas possible qu'elle vienne pas. C'est impossible. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vais chercher. Les techniciennes viennent de découvrir une trace digitale, un précieux indice, car c'est sur ce lit que le crime semble avoir eu lieu. La victime aurait été attachée au barreau avec le morceau de tissu photographié la veille au soir à cet endroit. Génial. Chambre, lien avec le lit. Ouais, sous le lit, c'est OK. Le drap, c'est OK. L'ordinateur, bah, ça sera la perquise. Poubelle. Maintenant que tout a été entièrement passé au crible, l'appartement est fermé par un scellé. Le 3 quai de l'horloge n'abrite pas que l'identité judiciaire. Au premier étage se trouve le laboratoire de la police technique et scientifique. C'est ici que sont analysés tous les indices saisis sur les scènes de crime. Dépôt de CD, FNEG et comparaison empreinte. C'est un officier de police de la brigade criminelle qui vient déposer les précieuses pièces récupérées dans l'appartement du 20e arrondissement. Pour des recherches éventuelles avec l'ADN de la victime. Voilà. Donc ça, c'est des prélèvements qui ont été faits à l'IMN. Voilà, ça plus au frais. Enfin, les 3, quoi. C'est les derniers, Le 17. Le 9. Le 21. Elle n'a plus qu'à attendre les résultats des analyses en espérant que les traces d'ADN prélevées permettront d'identifier l'agresseur. Le scellé numéro 39 en chiffres, on ne va pas l'ouvrir parce que ce sont des prélèvements de traces de contact. Ce sont des scellés qu'on appelle traces de contact, c'est-à-dire des scellés qui vont être très peu chargés en cellules. Donc on préfère les ouvrir vraiment qu'au moment de l'analyse pour ne pas les contaminer, pour ne pas risquer d'avoir des soucis. Dans ces enveloppes, il y a les couverts qui auraient été utilisés par la victime et ceux qui l'accompagnaient le soir de sa mort. Parmi ces pièces, qu'elle manipule avec les plus grandes précautions, il y a bien sûr le morceau de tissu avec lequel la victime a été attachée au barreau de son lit. Ouais, à part ça. Un drap housse. Avant d'entamer les analyses de tous ces scellés, il faut photographier chacun des objets. Aïe. Les analyses d'ADN, c'est rue de Danzig à Paris, à la section biologie de la police scientifique, qu'on va les réaliser. Les premiers relevés de traces vont d'abord commencer sur les bouteilles qui semblent avoir été vidées le soir du crime. Si l'agresseur a bien partagé le dîner avec sa victime ce soir-là, il a peut-être manipulé cette bouteille. Il pourrait alors avoir laissé dessus sa signature biologique. Plus prometteur encore, l'analyse du morceau de tissu. Il risque de faire avancer l'enquête.
Car l'agresseur qu'il a utilisé pour attacher la victime a sans doute laissé un peu de sueur sur le tissu. Il suffit de trouver une trace infime pour identifier son ADN. Les enquêteurs attendent beaucoup de cette analyse, même s'il est très difficile d'effectuer des prélèvements sur ce genre de support. Les relevés terminés, les petits morceaux de coton sont enfermés dans ces minuscules éprouvettes. La suite de l'opération, c'est une machine qui va s'en charger. Même si la police scientifique a appris à travailler dans l'urgence, il faudra attendre entre 3 et 10 heures pour obtenir le profil génétique de l'homme qui a manipulé le morceau de tissu. Si la brigade criminelle attend ces résultats avec impatience, c'est parce qu'elle a déjà des suspects. Les policiers sont remontés jusqu'à 3 hommes qu'ils soupçonnent de s'être trouvés dans l'appartement le soir du drame. La crime a prélevé des échantillons de salive sur chacun de ces 3 suspects. Elle espère que l'ADN de l'un d'entre eux est identique à celui trouvé sur les objets saisis dans l'appartement, comme le morceau de tissu. Maintenant, c'est au tour de ces prélèvements de salive d'être analysés. Quelques heures plus tard, résultat. Toutes les analyses génétiques pratiquées dans le cadre de cette affaire sont enfin prêtes. Les policiers vont pouvoir comparer l'ADN des 3 suspects avec celui trouvé sur le morceau de tissu. Un élément déterminant pour l'enquête. C'est la chef de la section qui est chargée de comparer tous les spectres ADN. Fiche d'extraction. Alors, sur les morceaux de les liens, on retrouve essentiellement la victime. D'accord. D'accord. On retrouve un autre ADN masculin. On a un prélèvement de la victime, un prélèvement de l'IME? On a un prélèvement de la victime. Là. Ça, c'est le fameux prélèvement où on trouve un autre ADN. Exact. Que celui de la victime. Voilà. D'accord. Ok, j'ai tous les spectres. Ben, je vérifie tout ça. Ok. Ok? Ok. Merci. Le morceau de tissu va sans doute parler. Il ne faudra que quelques minutes à cette spécialiste pour trouver ce qu'elle cherche. Ben, c'est lui. Ben, les filles, hein. C'est lui. C'est cool, hein. Vous avez bien bossé. On retrouve sur... Souvent, on n'est pas au courant de la suite des événements. Alors, effectivement, c'est frustrant quand c'est un résultat, quand un magistrat ou un service de police prend la peine de nous téléphoner ou de nous donner la suite, on est toujours très content. Néanmoins, on voit aussi passer quand même pas mal d'affaires pas toujours très rigolotes. Et rester, se limiter à notre partie, c'est un petit peu aussi une façon de se protéger. On peut pas vivre ça tout le temps, 1200 dossiers crimes et délits par mois. C'est au final la responsable du service biologie qui se charge elle-même d'annoncer la nouvelle aux enquêteurs et aux juges d'instruction. Ouais. Ben, je sais pas, ou alors il n'aurait pas à tirer avec les... Ouais. Je me suis demandé si c'était pas des choses comme ça. Et donc il y avait 3 Gulus, il y avait... Et... Voilà. Et ça colle avec... Voilà. Oui, bon, je cherche à joindre madame, s'il vous plaît. Elle est absente. Je suis Sandrine Valade du laboratoire de police scientifique de Paris. Je voulais lui communiquer les résultats sur l'affaire. Vous êtes au courant? Voilà. Donc, je l'ai eu hier pour les résultats sur les scellés. Donc, aujourd'hui, on a profilé 3 individus. C'était pour lui dire que c'était le profil de... Donc, on retrouvait sur le morceau de... Voilà. Voilà. Les résultats que je lui ai donnés hier. Vous pouvez lui transmettre? Ce qu'il faut quand on amène un dossier comme ça, c'est pas paniquer, pas s'emballer, prendre du recul, appréhender la totalité du dossier, vérifier les résultats. Donc il faut garder son calme, il faut voir, même si on lui dit c'est lui, c'est pas lui, même si c'est l'affaire du siècle, il faut absolument prendre son temps. L'homme qui a eu le morceau de tissu entre les mains ne peut plus nier être passé par là. Depuis, il a été mis en examen. Mais pour Marie-Hélène Cherpin,
la directrice de la police scientifique depuis une décennie, l'ADN n'est pas forcément la reine des preuves. Vraiment, quand je dis que les résultats scientifiques, aussi forts soient-ils, ne remplacent pas l'enquête, je ne le dis pas pour faire plaisir aux enquêteurs, c'est que j'en suis vraiment profondément convaincue, preuve à l'appui, quoi. Les résultats techniques et scientifiques rentrent pleinement dans l'ensemble de l'enquête. Mais en eux-mêmes, il ne faut pas vouloir leur faire dire plus que ce qu'ils peuvent dire, quoi. Le patron de l'identité judiciaire a d'autres certitudes. Pour lui, l'IJ et toute la police scientifique doivent anticiper de nouvelles méthodes d'investigation. Moi, j'ai vu comme ça la police technique et scientifique réagir. Donc on crée le fichier automatisé des empreintes digitales un petit peu après les affaires Paulin et Mathurin. Hein. Donc on trouve beaucoup de traces digitales sur les scènes d'infraction, mais il n'y a pas de fichier national, on ne peut pas les identifier. Bon, c'est quand même ballot. Donc ça fait quand même quelques dizaines de petites vieilles qui sont assassinées dans des conditions sauvages. Bon, donc on réagit en créant le fichier automatisé des empreintes digitales. Après l'affaire Guy Georges, on réagit en disant il faut élargir le champ d'application du fichier génétique. Et ben, le jour où on sera un petit peu proactif et non pas réactif, à ce moment-là, on aura fait un grand pas. Est-ce qu'on a le téléphone ? Grâce au travail des équipes de l'identité judiciaire de Paris, chaque mois, une centaine d'individus suspectés d'avoir commis un crime ou un délit sont identifiés.